Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Mehdi Berrada, président et cofondateur d'Agronutrice. Alors Agronutrice, c'est une société spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes. Nouvelle source de protéines, alors j'espère que je le dis bien, je parle évidemment sous ton contrôle. Et ce, avec une vision et une mission bien particulière, et notamment une gouvernance aussi, on va y venir. Mehdi, comment vas-tu ? Très bien, merci Timothée de m'inviter à ton podcast. Et ravi de te recevoir en ce lundi. Alors aujourd'hui, on va aborder un point qui t'est cher et que moi, comme souvent dans mon podcast, je maîtrise moins, c'est la dimension systémique de l'entreprise. Question et gestion du sens, entre autres, du pouvoir, de la posture du leader aussi. Ça, c'est des choses que tu es venu en fait complètement secouer et transformer. Donc ça, c'est une première partie des sujets qu'on va aborder. Puis après, il y a, si on a le temps, la place centrale aussi de la communication non violente. Je pense que c'est un sujet, toi, que tu as vraiment beaucoup intégré en profondeur dans ta boîte. Notamment aussi dans cette logique de développement individuel et collectif. Voilà, donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, sachant qu'il y a un challenge qui est important, je le dis souvent dans les épisodes du podcast, c'est que on a traité beaucoup de tertiaires et en fait j'ai envie d'élargir en fait à d'autres secteurs et je trouve qu'effectivement avec Agronutrice et ton expérience aussi, ton background notamment chez Poult, en fait je pense que tu as une vision un peu plus particulière et plus singulière à nous apporter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu vas nous dire. Il y a toujours quelques questions avant de commencer, qui sont des questions un peu légères, voilà, du lundi au soleil. Est-ce que le lundi tu le passes au boulot ou au soleil ? Je le passe au boulot. Tu le passes au boulot. Est-ce que ton lundi, souvent ce qui est intéressant quand je reçois des invités, c'est que je leur demande à quoi il ressemble son lundi. 90% du temps, ils me disent, moi c'est hyper structuré, je vois tous les managers, je fais ma feuille de route de la semaine, etc., etc. Il y en a un ou deux qui m'ont dit, moi je fais ça le vendredi. Il y en a un ou deux qui disent, moi je m'en fous, je fais tout et n'importe quoi le lundi. Il ressemble à quoi ton lundi ? Alors il est pas aussi structuré que certains le diraient. Alors il est évidemment structuré à ma manière, mais en tout cas les lundis se suivent et ne se ressemblent pas. Ok. On a quelques rituels dans l'entreprise, mais au final il dépend beaucoup de la réalité de la semaine. Moi j'ai une manière de fonctionner que je me questionne en permanence sur quelle est ma valeur ajoutée dans l'entreprise. Il y a un énorme travail de lâcher prise. Et donc, j'essaie d'être là où je suis utile, là où on me demande aussi d'être utile. Et donc, voilà. Donc, il est très variable d'une semaine à l'autre. Alors, on rentre déjà dans le vif du sujet quand tu réponds à cette question. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que y a cette notion de volonté d'utilité où je suis en capacité de prendre des décisions, etc. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, tu es tout terrain ? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut te solliciter pour un peu tout et n'importe quoi, ou tu as quand même un périmètre qui est assez marqué, les gens se disent, ok, je sais exactement à quel moment le faire intervenir et pour quelle raison ? Alors, je suis un généraliste, donc il me semble que je peux être dans plusieurs sujets. Après, on est au cœur déjà de ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire que sa dimension vivante, elle dépend à la fois, et c'est cette tension permanente qu'on va retrouver chez chaque individu de l'entreprise, entre le moi, les choix que je vais faire, et ma vision de l'endroit où je suis utile. Et moi, si je pars de moi-même, j'essaie d'être sur les sujets de moyen long terme, les sujets où je peux questionner l'entreprise et le collectif sur nos enjeux de moyen long terme. Évidemment, je vais être beaucoup sur les enjeux de culture, les enjeux d'organisation et comment avoir une organisation vivante et puissante dans l'entreprise avec cette conviction profonde qu'il n'y a qu'une chose qui crée de la valeur, ce sont les humains, et donc comment on crée les conditions de la pleine capacité humaine. Donc ça, c'est des questions qui vont être mes questions. Donc ça, je vais me retrouver dans plein de registres, mais pas dans tous les registres. Il y a des endroits où je me sens, par exemple, beaucoup moins légitime, si on est sur des problématiques très techniques autour de l'industrialisation, ou un peu moins dans la R&D, même si, parce que je peux être un sparring partner. L'ingénieur est beaucoup plus pondérante, hein, bien sûr. Voilà, je vais être moins présent. Et il peut y avoir des petits écarts, et c'est ça le charme. Le charme, c'est que là où on m'attend, ça peut être un peu différent, même si les zones de recoupement sont très fortes, il me semble. Et je vais essayer d'être le moins présent sur les sujets du quotidien et les sujets opérationnels. Alors, cette notion d'opérationnel et stratégique me dérange parfois parce qu'elle crée un écart qui me plaît pas. Mais en tout cas, préfère la temporalité. C'est des sujets qui ont un caractère de temporalité plutôt long.
dont les incidences, ou en tout cas les impacts seront plutôt longs et à moyen terme que sur les sujets qui ont des impacts de court terme. Après, si on fait appel à moi, j'essaie d'être là. Mais parfois, je refuse ou je re-questionne sur l'utilité de faire appel à toi. De faire appel à moi parce que parfois, la raison principale, c'est de s'assurer qu'une des figures emblématiques, même si j'essaie de l'être de moins en moins, de l'entreprise, vient rassurer les gens sur une décision de court terme. Et donc, je ne suis pas toujours sûr que c'est le bon endroit. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, moi je ne rentrerai pas dans le détail, où j'ai été convoqué ou invité à une réunion pour une décision. Et en fait, tu as dit, vous pouvez le faire sans moi. Et j'ai questionné, est-ce que vraiment c'est ma place ? Et au bout de 5 minutes, je me suis retiré de cette réunion parce que les gens ont pris acte qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour l'apprendre et que c'était aussi dans leur chemin collectif et individuel une manière de se libérer de certains réflexes qui n'ont pas lieu d'être dans une entreprise comme la nôtre. Alors, on va rentrer dans l'histoire de Agronutris après, mais j'ai quand même une question importante sur laquelle je voudrais rebondir sur ce que tu disais. C'est, dans une situation comme ça veut dire, ça te permet de gommer cet aspect très pyramidal qu'on peut avoir de l'entreprise, une vision un peu, pas à l'ancienne, mais une vision plus classique. Et la deuxième chose, c'est, du coup, dans ces cas-là, tu favorises l'autonomie, bien évidemment, des collaborateurs, mais aussi cette notion de prise de risque. Parce qu'en fait, du coup, tu peux avoir des collaborateurs en face avec qui tu partages effectivement cette réunion, qui vont se dire, ils se retirent de la réunion, donc c'est à nous de prendre la décision. Donc, il y a ce côté, il y a une prise de risque plus importante. C'est une culture, en fait. Oui. Alors, je ne suis pas à l'aise avec le mot prise de risque. Ou en tout cas, si c'est le cas, relativement, je ne pourrais pas dire non, mais j'aimerais nuancer ça par plusieurs choses. C'est le fait que la perception du risque dans une entreprise comme la nôtre ne serait pas la même que dans une entreprise, par exemple, où les performances sont très individualisées. Parce qu'on a d'autres valeurs qui nous lient. On a la solidarité. Dans notre charte, on est solidaire des décisions qui sont prises par un groupe. La responsabilité, elle est forte individuellement, mais elle est quand même, j'allais dire diluée, c'est pas le bon terme, mais elle est en tout cas partagée par ce phénomène de solidarité et de codécision avec des cercles larges. Ensuite, on n'a pas une culture où on a peur de prendre une mauvaise décision et que ça a des conséquences sur ma prime, etc. etc. Tous les éléments d'évaluation des personnes sont faits par les pairs et sur plutôt des critères d'intelligence relationnelle et émotionnelle et de leadership. Et ensuite, tout le variable de l'entreprise est le même pour tout le monde et il est plutôt lié à notre performance collective. Donc pourquoi je remets tout ça en perspective ? C'est que ça met aussi en perspective cette notion de prise de risque qui m'expose individuellement. Voilà, c'est tout. Donc oui et non. Ça marche. Et je reviendrai sur ce point de performance collective qui est à mon sens très important, qui fait partie de l'ADN d'Agronutris. Agronutris, justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Tu as créé cette boîte, alors tu as un parcours assez exceptionnel, on va pas revenir dessus. Je crois que, comme je le disais avant de commencer, tu étais passé chez Matt Stéphanie, que je connais très bien, et de Génération Do It Yourself, et tu as raconté tout ton parcours entrepreneurial qui est assez robuste. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un gros focus sur Agronutris. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots quelle est l'ambition derrière Agronutris ? Alors, Agronutris, c'est une entreprise qui a eu, on va dire, 2 phases de son histoire. Elle est née en 2011, donc c'est un des premiers acteurs mondiaux de l'élevage d'insectes, qui vient de cette idée que nous pouvons contribuer très fortement à des enjeux auxquels est confrontée l'humanité dans un monde à 10 milliards d'habitants qui va avoir besoin d'une augmentation de 70% du besoin en protéines dans le monde. Et donc, l'insecte vient répondre à plein de défis humains. Le premier, le besoin structurel de protéines. Le deuxième, c'est une raréfication des terres agricoles et donc toutes les solutions de ferme verticale sont les bienvenues. Bien sûr. Et le dernier, qui en fait la puissance globale, c'est que les insectes dans la nature, déjà c'est la première protéine disponible dans la nature. Et ensuite, ils ont un rôle de recycleur, puisque par exemple la mouche que nous élevons se nourrit principalement de biorésidus, en tout cas de matière organique en décomposition, qu'elle soit végétale ou animale, et qu'elle devienne une protéine elle-même disponible en bas de la chaîne alimentaire pour les poissons et les petits oiseaux. Et donc, évidemment, c'est un élément très très important du cycle de la vie. Et donc, l'enjeu, nous, en donnant aussi, en essayant de trouver des résidus de l'agro-industrie et à terme des déchets alimentaires des ménages et
de la restauration, nous allons recycler en fin de compte nos gaspillages alimentaires pour les transformer en protéines disponibles pour l'alimentation animale et plus tard à terme pour l'alimentation humaine. Ce qui fait que la performance environnementale de cette protéine est extrêmement forte. Donc voilà, donc ça c'est déjà 3 défis majeurs de transition environnementale. Et le dernier, c'est par les marchés de destination, en tout cas l'aquaculture. Comme notre marché de destination principal, en tout cas un des 2 principaux, c'est l'aquaculture, on vient aussi réduire la pression sur les ressources marines dans l'aquaculture, puisque au final, on ne le sait pas peut-être, mais le saumon, la dorade sont des poissons carnivores. Et donc, ils ont besoin de protéines animales. Donc aujourd'hui, on leur donne de la farine animale issue de la pêche. Et donc, si on leur donne des protéines alternatives qui ne sont pas issues de la pêche, par définition, on réduit la pression sur les ressources marines, d'autant plus que cette industrie, donc l'aquaculture, est en forte croissance tous les ans. Et voilà. Donc voilà, pour mettre le panorama. Donc au final, là, on dit pourquoi les insectes sont importants. Donc si on revient sur Agronutris, un des premiers éleveurs dans le monde, en 2011, avec une stratégie totalement intégrée, puisqu'historiquement, il n'y avait rien dans cette industrie, plutôt vers l'humain au début, et avec aussi du B2B et du B2C, puisqu'il y avait à la fois toute la dimension d'élevage, donc de R&D autour de l'élevage et de la biologie, et de la compréhension de tous les enjeux de l'élevage, et aussi il y avait le développement de produits finis pour l'alimentation humaine, dont l'ingrédient différenciant était l'insecte. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2017, officiellement en 2018, mais en 2017 en tant qu'investisseur. C'était un moment où Cédric Auriol, donc le fondateur de l'époque, de l'entreprise qui s'appelait plutôt Micronutris, se posait beaucoup de questions stratégiques. Sur la mutation de la boîte et de l'offre et de ce qu'elle est proposé. Et il y a eu aussi une réglementation qui a évolué, qui est devenue beaucoup plus favorable pour l'aquaculture et le pet food, alors que sur l'alimentation humaine, on va dire que ça s'enlisait, pour ne pas dire autre chose. Et donc on s'est re-questionné à ce moment-là sur la stratégie. Et ensuite, moi j'avais j'ai toujours une conviction, c'est qu'il faut toujours se poser la question, quel est notre cœur de métier et sur quoi on veut mettre toute l'énergie, parce que quitte trop embrasse mal étreint, comme on dit, trop embrasse mal étreint. Et donc, fort de cette réflexion commune avec Cédric au départ, et après on l'a élargi, et vu le cadre réglementaire, on est assez vite arrivé à la conclusion que le cœur du savoir-faire, ce qui avait le plus de valeur stratégique et de valeur ajoutée, c'est plutôt l'amont, c'est-à-dire tout le savoir-faire autour de l'élevage. Et donc on a dit, on va se focaliser dorénavant sur le B2B, donc vraiment fabricant d'ingrédients pour différentes destinations. Et on s'est dit que notre premier marché de destination serait l'alimentation animale, parce qu'on a eu la conviction que c'est ce qui allait démarrer notre industrie. De toute façon, tous les acteurs fabricants d'ingrédients qui réussiraient à adresser ces marchés-là seraient prêts pour la phase ultérieure de l'alimentation humaine. C'est ça, pour toutes les raisons que tu évoquais juste avant. Économie d'échelle, industrialisation, approfondissement de la connaissance de la biologie de l'insecte, etc., etc. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Donc, à ce moment-là, on se dit, on fait cette mue stratégique, on sort l'activité B2C, donc elle a été séparée, sortie du périmètre. Ah oui, elle n'a pas été abandonnée. En fait, c'est devenu une subsidiary ou c'est... Elle a été sortie du périmètre, et les personnes qui faisaient le marketing et une des personnes historiques importantes de Micronutris, Julie, a pris en charge cette activité qui n'a plus aucun PNL séparé, etc. Et plus aucun lien, ni capitalistique avec l'entreprise. C'est une structure complètement à part. Et moi, à titre personnel, je suis investisseur que de la partie Agronutris. Et on en a profité. Et c'est à ce moment-là où il y avait un alignement très très fort en Cédric et moi, on s'entendait super bien, on avait un partage des valeurs humaines qui était très fort. Et on s'est dit à un moment, entre lui, qui était un des historiques et des pionniers dans l'insecte, et moi qui apportais, du fait de mon histoire, une vraie culture industrielle, cet attelage pourrait faire un attelage gagnant. Alors, et donc, on a décidé de s'associer à ce moment-là. Donc ça, c'est en 2018. Ok, donc il s'est passé quand même pas mal de temps entre le moment où vous avez fait un peu une première mue et le moment où vous êtes associés quand même. Oui, il passait à peu près 1 an. Parce et tu penses que c'est le bon... Juste, je dérive toujours un peu. Tu penses que cette année, ça a été fondateur pour bien comprendre si c'est la personne avec qui tu dois bosser, parce qu'en fait, en termes d'état d'esprit, de complémentarité, etc., c'est le temps qu'il faut.
En tout cas, il faut du temps. Est-ce que c'est le temps qu'il faut ? Il faut du temps. Et au départ, on n'était même pas dans ces dispositions. Moi, j'étais business angel, j'avais du temps et j'étais passionné par Tu n'étais même pas dans cette logique d'association, etc. Tu étais dans un booster de projet, on va dire. Exactement. Et je cherchais d'autres activités pour moi, après avoir quitté Poult, pour reprendre une activité ou réfléchir, en tout cas. Mais toujours dans cette idée d'aller vers la transition environnementale et des choses. On en parlera tout à l'heure dans ma quête de sens que j'ai fait pendant mon début de parcours professionnel m'a amené à vraiment re-questionner où je voulais être, et donc voulais absolument être dans des enjeux de transition environnementale. Et donc oui, il faut du temps, et il faut oui. Et après les choses sont devenues presque naturelles. On s'entend super bien. Je suis très admiratif de Cédric aussi, et son ego et sa capacité à se mettre au service d'un projet qu'il considère plus grand que lui, même si c'est lui qui en a l'initiative. Parce que faire un pas de côté pour faire rentrer un associé d'égal à égal, à qui plutôt, puisque plus âgé, peut-être plus expérimenté, on a donné presque le lead, même si on est évidemment un binôme, et on parlera de gouvernance partagée chez nous, ça veut rien dire, puisque on est un collectif qui travaille ensemble. Mais en tout cas, faire ce pas-là, même vis-à-vis de l'extérieur, pour me donner une forme de centralité dans cette aventure-là, il fallait le temps, il fallait passer, j'allais dire, de collaborateurs presque à amis, où il fallait qu'il y ait un peu presque, j'allais dire, d'amour. Ouais, c'est ça, voilà, bien sûr. Hein. Voilà, il fallait des choses d'une autre dimension qui faisaient que c'était possible. Et surtout, voilà. Donc 2018, on repositionne l'entreprise sur le B2B, priorité à l'alimentation humaine, donc les deux secteurs d'activité qui sont ouverts par la réglementation, avec cette idée aussi qu'il y a une concentration de nos efforts sur des domaines plus restreints, et donc avec la possibilité de mieux faire sur moins de choses. Et puis d'être connu et reconnu sur justement une verticale bien spécifique. Exactement. Et le deuxième élément, c'est qu'une start-up, c'est déjà énormément de défis. Et se dire, jouer dans un espace de jeu où la réglementation est claire, vous réduisez la dépendance à des facteurs exogènes. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie question que doivent se poser souvent les start-up. C'est que je trouve ça hyper risqué déjà de faire beaucoup de transformations, mais être dans des endroits où on dépend énormément du cadre réglementaire, mais c'est-à-dire que déjà l'endogène, il faut le maîtriser, mais si l'exogène, c'est la variable principale de votre risque, je trouve ça à re-questionner. Donc nous, on est parti là-dedans, et là, on a acté de s'associer. Et après, il y a eu une accélération de l'histoire depuis, parce qu'on a levé successivement plusieurs fois des fonds. On a sorti une usine de terre aujourd'hui qui fait 16 000 m². On était 5 personnes en 2018, aujourd'hui on est 85 personnes, et on continue de recruter. Donc oui, c'est une jolie histoire. Et ce qui fait aussi la beauté de l'association, et parfois la vie est très sympathique, puisqu'elle a mis sur mon chemin cette histoire, tout ça, et surtout un Cédric qui, sur les valeurs humaines, était persuadé aussi que la gouvernance partagée, l'entreprise collaborative, en tout cas pour moi, c'était essentiel. Ce qui était essentiel, c'est cette idée que si on veut réinventer le monde, et je dis ça très humblement parce que ça peut paraître très prétentieux, il faut un changement de paradigme. Donc il faut aller à la fois apporter des solutions nouvelles qui contribuent aux défis de l'humanité pour aller vers une terre avec des soutenable, très concrètes, très mesurables. Et en même temps, je pense qu'il faut réinventer l'aventure collective avec un changement de paradigme, avec l'idée qu'il faut réinventer des nouvelles formes d'aventure collective, de réinventer les organisations pour aller vers des aventures collectives beaucoup plus inclusives, beaucoup plus horizontales, beaucoup plus démocratiques. J'ai pas peur d'utiliser ce mot. Moi, c'est vraiment... je suis même très étonné que nous sommes tous des défenseurs des valeurs de la démocratie à l'échelle des nations, et qu'on a intériorisé une croyance que ces valeurs-là seraient inefficientes à l'échelle d'une collectivité entreprise. L'entreprise, bien sûr. Ça, c'est une énigme pour moi. C'est une énigme d'avoir cette dissociation de croyances à deux échelles. Ce que tu le disais bien, c'est qu'en fait, avant de commencer, c'est que la démocratie peut prendre différents aspects en fonction des pays, et donc finalement, cet aspect pyramidal, tu peux le retrouver dans le management de la démocratie d'un pays au niveau national, et donc fatalement, ça redécoule un peu après sur la façon de procéder au niveau je dirais, de la gouvernance d'entreprise, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est là où tu as raison. C'est vrai que la démocratie représentative, qui commence à montrer ses limites, nous montre que, au départ, les premières modalités de la démocratie qu'on a trouvées, c'est de donner la souveraineté populaire, mais on donne les pleins pouvoirs à une élite qui va gouverner le peuple, même si on renouvelle ce mandat ou pas, et donc c'est ça qui donne quand même la puissance au peuple au final.
Mais c'est vrai que même ça pourrait être re-questionné pour voir comment on peut aller vers des nouvelles formes de gouvernance plus participative, avec des logiques différentes aussi sur la représentation. Je trouve que élire parfois, comment dire, toutes les expérimentations sur le suffrage public. Non, sur les conventions citoyennes où on tire au sort, tout à fait, bien sûr. on tire au sort des citoyens représentatifs et à qui on donne la possibilité de réfléchir sur des problématiques qui doivent faire consensus à l'échelle nationale et qui nous projettent sur des horizons de temps longs. Je trouve que tout ça, ce sont des expérimentations à re-questionner. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre les principes fondateurs de la démocratie auxquels moi, en tout cas, je tiens particulièrement, et les modalités d'expérimentation. Donc voilà, donc tout ça pour dire, Cédric, super aligné sur le sujet, et de manière anecdotique, c'est assez intéressant, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire comme ça, mais lui était déjà persuadé d'être dans une sorte d'entreprise libérée, et on va dire, en expérimentant ce qu'on fait aujourd'hui, il a pris conscience qu'il était plutôt dans une start-up cool, bienveillante, et qui est très 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 loin. T'as finalement assez peu de recul sur quand tu vis l'expérience de l'intérieur, en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est ça, et je pense qu'il y a une confusion, c'est beaucoup plus profond, c'est un vrai changement de paradigme, que créer un nouveau cadre de travail qui soit plus agréable, où on horizontalise quand même les choses, et parfois même sur plutôt des aspects qui sont ce que j'appelle parfois l'écume de la vague, c'est-à-dire on va être plus sympa, on va avoir des open space, les patrons viennent en vélo électrique avec on change en gros les codes de l'entreprise, on se tutoie, etc. Donc ça crée le sentiment collectif d'un cadre de travail plus agréable, et qu'il l'est, mais on n'a pas changé fondamentalement les choses, c'est-à-dire ce sont toujours les mêmes qui ont le pouvoir, et même parfois on crée des injonctions contradictoires extrêmement fortes. Et donc, pour moi, ce qui est très très important, c'est de changer en profondeur les organisations, la culture, les postures et aussi l'exercice du pouvoir. Alors, on va rentrer là-dedans, et j'ai juste une dernière question avant qu'on rentre là-dedans. C'est, est-ce que... C'est une question un peu piège, je te préviens tout de suite. En prévenant, elle l'est presque plus. Est-ce que tu crois que... Est-ce que combiner... je dirais performance économique, parce que in fine vous n'êtes pas une association non plus, tu vois, on est quand même là pour faire du business. Est-ce que le côté amélioration sociale, innovation dans la gouvernance et le management et la gestion d'entreprise, plus impact environnemental, est-ce que tout ça mis ensemble, c'est pas un gros défi que vous vous êtes mis, et en fait est-ce que c'est pas un peu casse-gueule, voilà? Non, moi je crois pas du tout. Moi j'ai vraiment la chance maintenant d'expérimenter depuis 15 ans. Donc pour moi, ce sont... je comprends que pour certains, ce soit des eaux encore troubles. Chacune de ces briques vient nourrir l'autre, c'est ça? Exactement. Et en plus, pour moi, j'ai l'impression d'être dans des eaux limpides. Moi, au contraire, je pense que ça me permet aussi, tu me tends une perche, en réalité, c'est pas un piège. C'est que nous, on a dû repenser aussi la définition d'entreprise durable, parce qu'on n'était pas très à l'aise avec les trois cercles que sont l'économique, le social et l'environnemental, qui aurait un espace rejoint au milieu dans lequel on ferait du durable. Parce qu'on continue à vivre avec cette croyance que ces trois dimensions sont en tension et il faut trouver un point d'équilibre. Qui varie d'ailleurs au cours du temps, en fait, qui n'est jamais le même. Et alors que nous, on a une croyance différente, et donc on a essayé de mettre en œuvre ce qu'on appelle nos trois cercles de conscience. Nous, on considère qu'une entreprise, si elle sait collectivement, si on a écrit vraiment pourquoi on est là, pourquoi en un mot et en deux mots, qu'est-ce qui manque au monde, qu'est-ce qui fait qu'on se réveille le matin collectivement et qu'on a envie, qu'est-ce qui est plus grand que nous, que l'on sert, ce qu'on appelle la raison d'être et la vision, même si là aussi c'est devenu une figure de management imposée, et donc je me méfie beaucoup de tout ce qui devient des figures de management imposées. Et donc évidemment c'est très important de le faire, de le coécrire avec les gens, de partir d'une feuille blanche et de permettre aux gens de vraiment répondre à cette question, pas philosophique, de pourquoi on est ensemble. C'est pas juste un enjeu de communication. Évidemment après ça demande énormément de congruence et d'exemplarité, parce que quand on écrit des choses, après, il faut se poser la question de le vivre réellement. Le deuxième cercle de conscience, c'est pour moi, l'entreprise durable, c'est ces trois dimensions-là. C'est ce qu'on appelle chez nous l'humain au cœur, c'est-à-dire conscientiser que si on a une aventure dans laquelle les relations humaines sont exceptionnelles, c'est ce qui crée une dynamique collective. Et comme il n'y a rien d'autre qui crée de la valeur individuelle et collective que l'ingéniosité humaine,
pour moi, c'est l'ingrédient principal. C'est le premier moteur. C'est le premier moteur, etc. Et ensuite, quand on est très bien entre nous, quand on est dans cette relation extrêmement, forte entre les collaborateurs, qui passe par plusieurs dimensions, évidemment par la manière dont on travaille ensemble, mais aussi comment on partage la valeur, il ne faut pas éviter cette question-là, etc. Comment on crée aussi des programmes d'épanouissement et d'émancipation. Et moi, j'utilise beaucoup plus ces deux mots-là que le mot bien-être au travail, qui sont des mots qui n'envoient pas au même endroit. Je peux faire une petite digression là-dessus. L'épanouissement et l'émancipation, il y a un adage que j'aime beaucoup, qui est africain, qui dit « Si tu veux aider quelqu'un, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher ». Et je pense que dans les chefs happiness officers, dans tout ce travail où on travaille à régler les bobos des gens, on est dans des très QVT, quoi. On est dans une nouvelle forme d'infantilisation des gens, qui est pas. Mais pas de libération Mais pas de libération réelle. C'est à pas amener les gens vers leur propre souveraineté, vers leur propre autonomie, vers leur capacité d'agir par eux-mêmes au service du collectif. Et donc le bien-être, si ça se traduit principalement par du massage, du shiatsu, des baby-foot, etc., etc. Des bouquets de fleurs, des corbeilles de fruits. Ouais, pour moi, on n'est pas dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment on crée un environnement où les gens s'épanouissent. Et pour s'épanouir, il y a le principe d'égalité, de liberté. Il y a 3 facteurs clés, selon Deci et Ryan, qui font que les gens s'épanouissent. C'est l'égalité intrinsèque, c'est savoir le sentiment dans une entreprise où ma voix compte pleinement, que je peux m'exprimer, je peux aller là où je veux, etc. C'est pas d'égalité, c'est presque de valorisation. Ils appellent ça l'égalité intrinsèque, okay, mais voilà, c'est se sentir égal. Ça se passe à la fois par des choses symboliques et fortes. La deuxième, c'est l'autonomie. Moi, je préfère le mot liberté, c'est-à-dire vraiment être en capacité d'agir sur son réel et pas le subir. Et le troisième, c'est le développement personnel, c'est-à-dire avoir le sentiment de grandir et d'apprendre tout le temps. Et quand ces trois éléments sont réunis, on a la motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui se différencie de la motivation extrinsèque, qui est souvent la carotte et le bâton, et la carotte, la motivation extrinsèque. Et la motivation intrinsèque fait que les gens sont beaucoup plus engagés et passionnés par ce qu'ils font. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et le troisième, évidemment, quand on est bien collectivement et on sait pourquoi on est ensemble, si on crée cette puissance-là, le troisième cercle de conscience, c'est quelle relation nous voulons créer avec le monde qui nous entoure, avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire à la fois avec nos clients, et donc nous on parle beaucoup d'émerveiller nos clients, donc créer du lien, et on parle beaucoup de relations, c'est-à-dire qu'on humanise nos relations, on se pose la question de notre vision, il y a une vraie vision de créer une filière dans laquelle il y a un partage aussi équitable de la valeur, etc. Et donc nous, on a cette conviction que si tous ces ingrédients sont réunis, ces 3 niveaux de conscience sont élevés, la performance suivra. Et moi ce que j'aime bien, c'est dire que le résultat, c'est une résultante, et souvent on oublie, on est omnibulé par le symptôme et pas par les racines de la performance. Pour moi, les racines de la performance, elles sont là. Et moi, j'ai pas du tout le sentiment. Je peux comprendre que vu de l'extérieur, ce soit extrêmement complexe parce qu'on invente tout. Mais en plus, dans une industrie nouvelle. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je crois au contraire. Je crois qu'on a les ingrédients de quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est un changement de croyance. C'est que l'économique et le social ne sont pas en tension avec la performance. Si on nourrit fortement ces dimensions, les 3 niveaux de conscience, la performance suivra. Parce que je ne vois pas comment une aventure dans laquelle les gens ont un niveau de satisfaction élevé, ont le sentiment de contribuer fortement, viennent le matin, non pas la boule au ventre, mais avec l'idée qu'ils sont dans une aventure qui les porte. Je ne dis pas que tous les jours c'est facile chez nous. Oui, je ne suis pas en train de décrire un monde idéal, parce qu'évidemment que chez nous, il y a aussi des choses compliquées. Mais en tout cas, tendre vers ça, je ne vois pas comment, à partir du moment qu'on est persuadé que la créativité humaine, l'ingéniosité humaine sont les seules choses qui nous permettent de créer de la valeur collective et individuelle, ça ne se traduise pas par de la performance. Et chez nous, on appelle ça de la performance durable, parce que la performance ne se réduit pas à la performance économique, mais bien à un élément plus large. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet, sinon on va pas arrêter. Donc voilà. Donc par rapport à cette question piège, non, je dirais, au final, après avoir été très long, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de mettre toujours en perspective. Non, je crois au contraire qu'on est en train d'inventer quelque chose. Je ne dis pas que le chemin est simple, mais j'ai la chance d'avoir 15 ans d'expérience. Pour moi, ça devient quand même assez... J'arrive à visualiser ça. C'est assez limpide, même s'il y a beaucoup de défis. Moi, je crois qu'au contraire, qu'on invente quelque chose où, et c'est sûrement un rêve qui vient de très loin chez moi, de rendre complémentaire ce qu'on considère parfois en tension. Là-dedans, quand tu parles c'est un peu créer les conditions qui vont favoriser justement ce développement profond
d'innovation. C'est pas d'innovation de gouvernance, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça s'est pas fait en un jour, fatalement. T'as pas eu l'idée non plus une nuit, un éclairage de génie, peut-être c'est le cas. La première grosse étape du changement, c'est quoi? Ça a été de se poser. Tu parlais, c'est la raison d'être. La raison d'être, ça peut prendre. J'avais reçu Emery Jacquia il y a longtemps, voilà, qui m'avait dit, nous, on avait mis 2 ans à l'écrire la raison d'être. Quelle a été la vraie première étape où tu t'es dit, tu vois, pour éviter l'effet cosmétique dont tu parlais tout à l'heure, de se dire, pour commencer à impliquer en profondeur sur la première direction qu'on a envie de prendre, où on commence à tirer le fil, parce que évidemment c'est assez long, et t'es en réinvention perpétuelle. Quelle a été la vraie première étape où tu t'es dit, voilà, faut commencer par ça, sinon ça va pas poser, je dirais, les bases justement de cette nouvelle ambition d'entreprise? Elle est pas simple cette question. En tout cas, moi quand je suis arrivé chez Agronutri, il y avait mon background, donc les gens savaient d'où je venais, et donc la question a été abordée très vite. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'on est passé par une période très difficile à un moment, et il y a eu un premier changement, un acte majeur, c'est que on a décidé avec Cédric au lieu avant, c'est là où il y a par exemple, c'est très intéressant, la notion de traiter les gens en adultes ou de les protéger. Et dans un système où on veut les gens s'émancipent, on les traite en adultes. Et les traiter en adultes, c'est la transparence et de donner accès à l'information. L'entreprise a été dans un moment difficile. Ça a été communiqué aux collaborateurs. Ça a été communiqué, on s'est réunis de manière très transparente et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il restait 2 mois ou 3 mois de vie à l'entreprise. Ouais, donc le mur était proche, quoi. Était proche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on a à la fois ça crée de la confiance et en même temps il y a eu des décisions très très fortes, dont une par exemple, c'est que tout le monde passe au 15/5e. Le temps pour réduire le cash burn, et qui est en plus un acte solidaire très très fort. Donc il y a eu un effort de rémunération sur les collaborateurs et du temps de travail. C'est eux qui l'ont décidé. Un impact du quotidien, quoi. Ouais, c'est eux qui l'ont décidé. On a internalisé des choses qu'on externalisait. Pour l'anecdote, j'aurais dû garder cette anecdote pour la fin, mais je vais la dire maintenant. Pour l'anecdote, on a réduit aussi l'externalisation des ménages. Et on s'est retrouvés tous avec un tableau où on faisait tous le ménage des bureaux et du site en tournant. Et Cédric et moi aussi, hein, évidemment. Donc ça, déjà, c'est des choses symboliques qui sont très, très fortes. Ouais. Après, l'intention de transformation et l'exemplarité du leader, elle est super importante, parce qu'au final, c'est lui qui est dépositaire du pouvoir au départ. Et donc, sa mue, elle est fondamentale. Et pour moi, c'est un élément majeur de se poser la question, est-ce que je suis prêt à la transformation personnelle que ça nécessite, parce qu'il y a un lâcher-prise. Accepter ce lâcher-prise, c'est exactement ce que le lâcher-prise, il est phénoménal. Et donc... et je me rends compte très très fortement, mais c'est la même chose pour l'écologie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un temps très long entre le fait d'être en accord intellectuel avec un sujet et que ça devient intériorisé dans les tripes et dans le cœur. Dans le cœur. Et donc voilà. Et donc, parce que tu te disais que grosso modo, ce lâcher prise, ça voulait presque dire que tu lâchais la boîte ou la gouvernance de la boîte ou... Non, mais je pense qu'il y a par exemple une contradiction forte, c'est qu'on entend tout le monde dire intelligence collective est super, mais intelligence collective, si on va jusqu'au bout, pour un leader, ça veut dire accepter l'idée que l'intelligence du groupe est plus importante que la mienne. Or, moi je questionnerais chacun des leaders, c'est est-ce qu'il est capable vraiment de ça, c'est-à-dire rentrer dans une réunion où ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas pleinement au débat. Bien sûr, bien sûr. Mais où le groupe décide d'aller ailleurs. Et si tu crois vraiment à l'intelligence collective plus qu'à ton ego de dire j'ai toujours raison, c'est là où ça se donne, eh ben, ça doit partir là-bas. Un des bons exercices, je fais par exemple d'intelligence collective, c'est que nous, quand on fait des décisions ou de priorités stratégiques, ou même d'arbitrage d'investissement ou de dépenses. On fait souvent des séminaires où à la fin de la journée, après avoir un vrai travail de foire aux questions, de transparence, de pitch, etc., donc pour que le maximum de gens présentent les différentes options, les différents projets, etc., on a un système de vote où chaque personne qui participe à ces journées-là a 100 points. Et elle va mettre les 100 points sur tous les projets qui sont en concurrence, avec maximum 30 points. Qu'elle doit distribuer. Avec un maximum de 30 points sur un projet pour qu'il n'y ait pas des phénomènes où les gens mettent 100 points sur leur propre projet. Bien sûr. Même s'ils ne le font pas, avec évidemment une éducation à une position méta et d'être au service de quelque chose de plus grand que soi, et donc de ne pas voter pour soi. Ce qui se passe en réalité. Et je suis toujours impressionné par le classement qui sort, parce que c'est vraiment le fruit d'une puissance collective, et en même temps... Qui diffère, tu veux dire, t'es surpris par définition, c'est impossible. Du classement que toi, t'avais imaginé? Mais c'est impossible. Ouais. J'ai 100 points. Ils ont 100 points, on est 20 personnes, donc il y a 2000 points en jeu.
il faudrait une coïncidence incroyable pour que mon classement soit le classement du groupe. Bien sûr. Mais comme j'ai intériorisé depuis 15 ans que je crois beaucoup à l'intelligence collective, et donc moi, j'apporte quelque chose au débat, je vois le monde avec un angle de vue, donc avec mes biais. J'adore une autre phrase qui dit pour aller converger vers l'objectivité, il faut multiplier les subjectivités. Ça aussi, c'est croire à l'intelligence collective. Et donc, à un moment, quand on additionne tout ça, on se dit ce qui ressort est obligatoirement plus pertinent et plus fort que ce que je pense moi personnellement. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a agrégé de l'intelligence collective. La deuxième, qui est encore plus puissante presque, c'est l'appropriation. Parce que même si on prenait une décision un peu moyenne, sachant qu'on en prend tous les jours dans une entreprise classique, on se trompe tous les jours dans une entreprise classique. Mais qui ont plus ou moins d'impact, bien évidemment, sur le global de l'entreprise. Mais le fait que collectivement, nous sommes passés par ce système de vote, il y a une puissance d'exécution et d'adhésion à ce qui a été mis sur la table qui est phénoménale. Et ça, c'est presque au moins aussi important que la qualité de la décision elle-même. Donc voilà. Et là-dessus, du coup, je rebondis sur une discussion qu'on avait avant de commencer. Pardon, parce que tu me parlais, j'avais juste, pour être honnête, j'avais un peu perdu le fil. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est le lâcher prise du dirigeant. Et ensuite, oui, la vision, la raison d'être, mais avec une question très très importante, parce que j'en ai parlé déjà tout à l'heure. La manière dont on fait émerger ça me paraît maintenant l'élément fondamental, parce que maintenant, même les grands groupes du CAC 40 ont une vision, une raison d'être. Oui. Et donc pour moi, le processus, toujours l'appropriation, c'est un enjeu majeur. Oui. Le processus d'émergence de la raison d'être, de la vision, etc., me paraît fondamental. Ça ne doit pas être là aussi la vision du dirigeant, mais un processus qui fait émerger la vision collective, parce qu'elle appartient à tout le monde. C'est cette souvenir d'avoir qu'elle appartient à tout le monde, ce qui fait déjà que l'aventure, elle appartient à tout le monde. Et avec une autre chose qui me paraît importante, c'est que tous les ans, nous re-questionnons, parce que nous, on a beaucoup de nouveaux entrants, on donne l'espace, une fois par an, à tous les nouveaux entrants, de re-questionner notre vision de raison d'être, et aussi de se dire, est-ce que nous vivons nos valeurs ? Parce qu'il ne suffit pas d'écrire un truc dans le codir. Ça veut dire que tu vas quand même aller mesurer aussi le sentiment, pas d'appartenance, mais l'impact des valeurs sur les collaborateurs actuels aussi de la boîte. Et de se dire, exactement. Est-ce qu'on est toujours sur ces mêmes valeurs-là ? Est-ce que j'ai des preuves tous les jours de ces valeurs-là ? Exactement. Et au final, une vision, une raison d'être qui serait écrite uniquement par un codir, qui ensuite emploie des moyens importants de communication pour convaincre de ça, et qui en plus, on est dans un environnement où les gens n'y croient pas parce qu'il y a des injonctions contradictoires entre le vécu du quotidien et ce qui est écrit, parfois un manque d'exemplarité aussi des dirigeants sur le sujet, qui font que ce sont devenus aussi des outils de management totalement vides dans les faits. Donc c'est pour ça que l'intention qu'on met derrière, le processus d'appropriation, la manière de coécrire, etc., et d'ensuite d'être aligné très fortement entre ce qu'on a écrit et ce qu'on vit, sont pareil des ingrédients hyper importants de la vision et de la raison d'être. Sinon, c'est encore un truc de washing, il n'y a pas de... Non, et puis, alors moi, si tu veux, j'accompagne des clients sur des problématiques qui sont... bon, c'est de la marque employeur, c'est assez différent, c'est plus large que la marque employeur, il y a une notion vraiment culturelle, et en fait... J'explique bien en amont, je leur dis attention, nous, c'est pas de la cosmétique, on n'est pas là pour faire du marketing, quoi. Et parce qu'en fait, au final, c'est pour ça que la question était pas anodine de la performance avant, quoi. C'est qu'en fait, un patron ou une patronne, il peut vite te dire, ouais, mais en fait, j'ai pas forcément le temps de consacrer à ça, en fait, sur la culture, les valeurs, etc. On a déjà un truc posé il y a 15 ans, ça marche, en fait, donc bon, c'est pas le sujet. Mais en fait, comme il y a cette tension qui est une autre problématique, qui est la tension du recrutement et puis de la fidélisation des collaborateurs, c'est de dire, en fait, si tu travailles le projet de manière collective, mais pour de vrai, c'est-à-dire que en fait, les trucs que tu vois à l'extérieur de la boîte, tu les retrouves à l'intérieur où les gens ils sont un peu picousés, tu vois, voilà. Bah derrière, en fait, tout cela fait aussi, il y a bien évidemment, ça donne lieu à de la performance de la boîte, parce qu'en fait, c'est pas juste qu'ils sont contents de bosser là, etc. C'est la sensation d'être dans un projet, et un projet, c'est individuel, mais c'est aussi surtout collectif. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, quoi. Je suis d'accord. Et moi, le mot marque l'employeur me questionne beaucoup. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis toujours étonné que les gens constatent la réduction de l'attractivité de leur projet et qu'ils disent en même temps, on n'a pas le temps de le changer en profondeur. Ouais, alors. Et donc, si ça, vous voulez, c'est un cauchemar. Voilà. Et si donc, on va mieux communiquer. Mais communiquer, pour moi, la communication se fait plein de questions, trucs. Mais pour moi, déjà aujourd'hui, que les choses soient claires, je suis pas en train de donner des leçons aux gens. Je témoigne de mon expérience. Bien sûr. Si ça inspire les gens, tant mieux. Si ils veulent faire autre chose, évidemment, tant mieux. Moi, que les choses soient claires.
Mais pour moi, une communication forte, c'est un témoignage en authenticité. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus fort. La place de la démarche authentique, c'est le témoignage en authenticité. Donc, on aura donc, si on part de ce principe-là, on aura une marque employeur forte. Si en authenticité, ce que l'on témoigne est fort. Exactement. Si dans les faits, on a une aventure qui n'est pas très attractive, mais on va créer tout le verbiage qui va bien pour dire, et on va repeindre les murs de la façade pour dire, regardez, c'est très beau chez nous. Bon, les gens le voient, ou les gens sont très déçus, et le niveau de désengagement, quand il y a un écart entre la promesse et le réel, il est encore plus phénoménal. Parce qu'au final, attirer les gens avec un discours qui est un peu faux, pour ensuite se retrouver dans une aventure qui en décalage avec ce qui a été raconté, je pense que on se satisfait à court terme du fait d'avoir de l'attractivité encore dans le recrutement, mais à long terme, c'est pas du tout pérenne, bien sûr. Le désengagement est très fort. Tu passes je trouve qu'on est passé là, sur la marque employeur, c'est toujours un peu fumeux d'ailleurs, les gens ont toujours une définition. Moi je fais souvent un exercice où je vois que les collaborateurs et les dirigeants ont des visions totalement différentes de ce que ça revêt comme aspect, mais tu passes d'une problématique RH à une problématique business, parce qu'on parlait de performance tout à l'heure, mais bien sûr, en fait, c'est recruter, et en fait, au cœur de ça, même si tu as des machines, si tu es dans l'industrie, à un moment donné, c'est l'humain, en fait. C'est l'humain qui travaille aussi. Et donc, si l'humain, il n'est pas là, en fait, s'il n'y a plus d'humain parce que tu n'arrives plus à recruter ou tu n'arrives plus à les garder, finalement, ta performance, fatalement, elle va tomber. Donc, c'est une problématique de COMEX aussi, pour ceux qui ne se sont pas encore réinventés. En tout cas, il faut répondre à ces problèmes de fond avec une réponse de fond. Exactement. Alors moi j'ai quand même une petite question là-dessus. Ces démarches d'innovation sur la façon effectivement de vivre une expérience dans l'entreprise. Je pense que c'est important ce mot d'expérientiel, de collectif, d'aventure collective. Est-ce que ça a été plus compliqué que dans des boîtes qui sont effectivement, tu parlais de start-up, mais dans des boîtes qui sont dans le tertiaire ou des boîtes tech, j'en ai aucune idée, plus simplement. Est-ce que tu t'es heurté à des sensibilités ou des maturités différentes? Qu'est-ce qui a été, d'un point de vue comportemental, entre guillemets, est-ce que ça a été un gros challenge? Alors, moi, mon expérience, elle est principalement industrielle, donc je ne peux pas trop me comparer à tech. Maintenant, je vois chez nous... alors, je réfléchis à 2 minutes avant de parler parce que je n'ai pas envie de catégoriser de manière trop simpliste, mais je dirais que les défis peuvent être différents. Pour des gens hyper éduqués, qui ont eu des parcours où leur niveau de confiance et de sécurité intérieure est très élevé, les défis que l'on a sont des défis de réduction d'ego. Okay. C'est-à-dire que quand on a appris à être central, quand on aime bien ce qu'on dit, et je parle de moi qui depuis 15 ans essaie de travailler sur moi en profondeur, et j'ai encore quelques angles morts sur lesquels travailler, le défi n'est pas de nature différente. Vous avez des gens qui ont un niveau de sécurité intérieure assez élevé, une belle estime d'eux-mêmes, et eux, ça va être plutôt comment se mettre au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux, d'un collectif, etc., et de réduire un petit peu leur ego pour se mettre au service. Donc ça, c'est un défi différent. Et on va avoir une autre typologie de gens. Alors, je simplifie un peu. Oui. Après, à vous de faire les zones de recrutement que vous voulez faire, mais je ne les ferai pas moi-même. Vous allez retrouver avec une autre typologie de gens qui ont plutôt une sécurité intérieure plutôt faible, qui sont plutôt parfois cabossés par la vie, pour plein de raisons, où ils ont multiplié les échecs scolaires, les échecs professionnels, une image qu'on a renvoyée d'eux-mêmes par leur milieu ou familiaux ou leur milieu professionnel, qui font que eux partent plus loin et ont intégré des logiques de défiance plus importantes, une difficulté à sortir de leur zone de confort et de se mettre en danger émotionnel, etc. Et là, on va avoir un défi d'accompagnement différent. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un défi. Alors l'ego, c'est du développement personnel aussi, mais il y a un développement personnel pour la deuxième catégorie qui est peut-être plus profond, parce que je sais pas s'il est plus profond. Il est différent. Il est différent. On part pas du même endroit. On part pas du même endroit, et donc le chemin à parcourir n'est pas le même. Il est peut-être plus long, mais en tout cas, il est possible. Et même, c'est ma croyance profonde, c'est que créer des environnements de travail, et si on parle un peu de l'industrie, ou aussi dans l'usine, dans le milieu ouvrier, on voit des gens s'épanouir, s'émanciper, travailler en autonomie, en collaboratif, faire de l'amélioration continue par eux-mêmes, gérer un certain nombre de sujets par eux-mêmes et être acteurs de leur propre changement.
Mais déjà, je l'ai vécu, c'est très fort et c'est possible. Ouais. Et on y travaille quotidiennement et j'espère qu'on fera la démonstration que c'est aussi, alors j'utilise beaucoup le mot puissant aujourd'hui, mais c'est puissant. Ouais, je trouve que c'est un mot qui est très important par ailleurs. Est-ce que du coup, là-dedans, ça veut dire que la place de... merci pour je trouve les précisions que tu as apportées qui sont absolument primordiales. La place de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence relationnelle revêt des aspects vraiment qui sont capitaux, justement dans la réussite de l'aventure. Je ne parle pas de la performance, mais dans la réussite de l'aventure et justement de ce développement individuel et collectif de l'entreprise. Fondamental. Alors, si je peux faire un petit pas en arrière pour mettre en perspective ce que c'est l'entreprise collaborative et la gouvernance partagée. Ce qu'on essaye d'inventer, c'est une aventure dans laquelle, il y a vraiment énormément d'horizontalité, de démocratie en entreprise, avec cette idée que si on crée ce cadre-là, j'en parlais tout à l'heure, on aurait un environnement de travail émancipateur et donc propice à la performance collective et individuelle. Il y a des ingrédients qui me paraissent fondamentaux. On a parlé tout à l'heure de la posture des leaders qui doit changer. Donc il y a un gros travail et en premier lieu celui du leader dépositaire du pouvoir pour se mettre au service de l'intelligence collective et du collectif et donc avec des enjeux de lâcher prise qui sont phénoménaux. Mais ça ne suffit pas. Souvent, un des parents pauvres de ces transformations, c'est ce que j'appelle la gouvernance, qu'on appelle souvent la gouvernance partagée, c'est de questionner la notion de pouvoir. Chez nous, dans notre entreprise, il y a un principe de subsidiarité qui est très fort, c'est-à-dire que les gens décident par eux-mêmes quel est le bon cercle pour prendre une décision. Donc, ça peut être seul, ça peut être avec les collègues directs, ça peut être aller taper à la porte de cercles qui sont élus par leur pairs. Donc il y a tous ces enjeux de gouvernance, il y a cette notion de volontariat qui est fondamentale, c'est-à-dire que les gens choisissent dans un système de transparence de l'information totale. Par exemple, chez nous, les salaires sont totalement transparents, mais pas que ça, tout, les prix de revient, les marges, etc. Et on essaie de faire beaucoup d'informations sur les sujets pour que les gens soient en capacité d'agir. Et donc le volontariat, c'est je choisis par moi-même où je suis le plus utile à la collectivité et j'ai une bonne vision de la stratégie, de la vision, etc. Et je sais où m'intégrer parce qu'en fait, comme l'organisation est transparente, je sais où je vais susceptible d'intervenir, où j'ai envie d'intervenir. Comme c'est un organisme vivant, on laisse aussi aux autres la capacité de faire des systèmes de régulation en disant mais tu es sûr que ça c'est prioritaire, etc. Et donc le système s'ajuste. Ça c'est un enjeu majeur. Il y a un certain nombre de pouvoirs qu'on retrouve souvent entre les mains de quelques-uns. C'est le pouvoir de recruter, le pouvoir de promouvoir, le pouvoir d'augmenter les salaires et le pouvoir de prioriser, on va dire, la stratégie et l'allocation financière. Ces 5 pouvoirs chez nous, on n'a pas su les faire fonctionner par le principe de la subsidiarité et donc on a des cercles de pouvoir qui portent ces pouvoirs-là. Ce qui veut dire que nous, les dirigeants, on est dépossédés de ces pouvoirs-là et ce sont des cercles qui sont élus par leurs pairs. Donc ça peut être des gens d'univers extrêmement différents, de niveau de seniorité différents, d'âge, etc. C'est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'on va avoir une réflexion collective sur la base de groupes de travail qui sont eux-mêmes basés sur du volontariat. Donc les gens que ça intéresse viennent travailler sur cette thématique-là. On se dit, c'est quoi la mission de ce cercle de pouvoir ? Ensuite, on se dit, c'est quoi les qualités humaines requises pour porter ce cercle de pouvoir ? Et ensuite, qu'est-ce qui nous semble être le bon nombre de personnes pour ce cercle de pouvoir? Parfois, on a des cercles de pouvoir de 12 personnes, il y en a un qui est de 6. Les investissements et les dépenses, c'est 12. La rémunération, c'est 6, mais là, on va les faire agrandir sûrement. Et par exemple, on a un conseil de discipline ou un conseil des sages qui est le seul qui peut se séparer de quelqu'un en cas de conflit. Okay. Et donc, c'est pas moi, c'est pas Cédric, c'est des gens qui sont élus. Et on a fait un petit cercle parce que c'est souvent des sujets où il faut être... Là, paradoxalement, là, il ne faut pas que l'information soit transparente parce on exposerait des gens. Donc là, on est quand même très vigilant à ça. Et ces cercles-là, ensuite, on va élire ce qu'on appelle des élections sans candidat parce qu'un des enjeux des entreprises de gouvernance par rapport à une démocratie classique, c'est qu'on doit garder le principe de solidarité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des perdants. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui soient reconnus par leurs pairs. Donc, on fait des élections sans candidat. Donc, il n'y a pas de candidature à ces cercles. C'était un peu risqué comme l'élection sans candidat parce que tu peux te retrouver, toi, alors je crois que tu peux dire non, je veux pas y être. Voilà, c'est ça. Mais tu peux te retrouver, toi, élu, mais sans avoir du coup candidaté fatalement. Mais après, tu as le droit de dire non, je me sens pas à l'aise dans cette posture-là. Ouais, ça nous est arrivé une fois. Okay. Donc, élection sans candidat, on fait les cercles, et ensuite, on fait une élection, parfois à plusieurs tours, pour quand même avoir une majorité, où on dit, mais quels sont, selon nous, parmi nous, ceux qui peuvent le mieux porter cette mission. Et donc, ce qui est génial par ces élections-là, c'est qu'elles font émerger
que ceux qu'on considère, donc les gens qui sont reconnus par leur pairs, pour eux c'est hyper valorisant, et ça donne un sens de la responsabilité qui est assez fort. Et donc voilà comment on gère tout ça. Donc ça c'est un enjeu majeur, c'est de re-questionner le pouvoir, et surtout pour avoir une vraie horizontalité dans la relation, c'est que ce pouvoir-là, tous les pouvoirs qui restent concentrés, comment on peut aller vers l'horizontalité, vers l'intelligence collective, et encore une fois c'est mon témoignage à moi, et moi j'essaie d'aller au bout de la logique, si on a un biais de la relation entre nous. Par exemple, si c'est moi et ça existe dans beaucoup de boîtes sympas, cool, etc., et le fondateur, c'est celui qui recrute. Alors, en grandissant, c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, il a toujours le dernier mot. Oui, il a la main mise sur un certain nombre de C'est celui qui peut se décisions, séparer des gens, c'est le seul. S'il n'est pas content, en tout cas, en dernier ressort. C'est celui qui a un gros pouvoir sur la promotion et sur les salaires. Comment vous voulez qu'il y ait une relation horizontale entre deux personnes si l'une des deux détient tous ses pouvoirs ? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc cette question-là du pouvoir et sa répartition, elle me paraît fondamentale. Et les politiques, mais encore une fois, si on change de paradigme et de système de croyance, on met en place des modalités qui sont conformes. C'est comme si en XVIIIe siècle, on avait dit les humains naissent libres et égaux en droit. Et on aurait gardé des systèmes de gouvernance où on aurait juste formé l'aristocratie et les rois à être plus sympas. Ça ne suffit pas. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a un questionnement presque politique de la gouvernance. Et un des troisièmes enjeux, un troisième ingrédient, c'est l'organisation. Souvent, on voit des startups, quand elles grandissent, des gens disent qu'ils expérimentent, elles ont perdu leur âme. Et souvent, on va manquer d'originalité et d'innovation sur la partie organisationnelle, ce que j'appelle moi l'ingénierie organisationnelle. Et pour faire vivre et rendre scalable ce type de système, il me semble qu'il faut qu'on invente aussi des nouvelles formes d'organisation. Et aujourd'hui, la seule chose dont on hérite collectivement, c'est l'organisation fonctionnelle, où en gros on organise. Oui, on organise les entreprises par fonction. Ouais, donc on a marketing, etc., etc. Et on vit tous avec cette contradiction. On se dit toutes nos boîtes sont silotées, on cherche de la transversalité, donc on fait de la transversalité de manière périphérique, mais on rentre par un prisme de l'organisation fonctionnelle. Et je pense que tant qu'on n'ira pas vers des organisations que j'appelle moi en finalité stratégique, c'est-à-dire qu'on se dote par rapport à une ambition stratégique de finalités stratégiques qu'on veut servir, par exemple émerveiller le client chez nous, mais il y en a d'autres, mettre l'humain au cœur. Il y en a plusieurs. On en a 8, mettre l'humain au cœur, on a atteindre la symbiose environnementale, et derrière, on a aussi un leader de chacune pour 2 ans, donc il est élu. Alors, pour l'instant, c'est des volontaires, mais à partir de l'année prochaine, ils seront élus. Et chaque leader fait émerger avec les volontaires une vision à 5 ans, une vision à 1 an, et ensuite va gérer en animateur. Donc le leader, il a juste un rôle de coordinateur. C'est un facilitateur, c'est un coordinateur. Okay. Et il est quand même garant de l'avancée sur ce projet vis-à-vis du collectif qu'il a élu, ou qui va l'élire en tout cas. Et c'est un rôle tournant, parce que c'est toujours des mandats de 2 ans, donc ça donne pas de... Ce qui est super dans ce système, c'est que les rôles sont tournants, le leadership est tournant, les pouvoirs sont distribués. Donc il y a peu de gens qui, tout seuls, peuvent concentrer du pouvoir. Beaucoup de décisions. Exactement. Et pour autant, il y a du leadership consenti parce que les gens reconnaissent, par exemple, dans des délibérations collectives, et là aussi c'est une confusion qu'il y a parfois, je fais une petite digression, je reviens sur l'ingénierie organisationnelle, qu'il n'y a plus de gens qui ont de leadership, etc. C'est totalement faux. Au contraire, c'est quand les gens atteignent leur souveraineté, ce sera le dernier ingrédient de la souveraineté, et je reviendrai vers ton point de l'intelligence relationnelle. C'est au contraire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle chez nous le leadership consenti, c'est-à-dire qu'on crée des gens souverains, quand on crée un cadre global, formel, qui est plutôt démocratique, et quand on donne à gens la transparence de l'information, et quand on leur donne le volontariat, et quand on leur donne accès à leur propre épanouissement et leur propre liberté, autonomie, du coup. Ils deviennent de plus en plus souverains, et donc ils choisissent parfois que dans une délibération collective, si une personne, on considère que par son expérience, par son expertise, sa vision va avoir une influence plus forte sur le vote final, et bien c'est ça le leadership. Oui, c'est de pouvoir se dire, en fait, je prends du recul et j'accepte cette décision-là, même si c'est moi qui suis le facilitateur ou le leader dans cette cellule-là. Il y a ça, mais il y a l'autre phénomène, c'est quand on délibère avant de décider, il y a des gens qui vont avoir à ces moments-là plus d'influence que d'autres. Bien sûr. Même si la décision reste le vote. Et bien quand on est dans un cadre souverain, alors il n'est pas facile à atteindre, et ben le leadership consenti, il est normal. À un moment, on dit collectivement, un tel, ça fait, ou inconsciemment, ça fait 10 ans qu'il travaille sur cette thématique-là. Quand il nous donne notre avis, ça influence plus mon vote final, mon avis final dans la délibération. C'est une parole totalement libérée aussi. Exactement. Et si je prends un exemple, et après je reviens sur l'ingénierie organisationnelle, je dis moi, dans la boîte la plus traditionnelle ou la plus classique du monde, on ferait un week-end corporate en Amazonie. Si on est en danger de mort parce qu'on s'est perdu,
Si la personne qui est le plus bas de l'échelle est la seule qui a fait de la formation à la survie, ça devient le leader du moment. Parce que les gens vont lui déléguer ce pouvoir-là à ce moment, et c'est un leadership consenti. C'est un leadership consenti parce que c'est la seule personne qui peut nous sortir de la merde. Oui, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le reste du collectif ne peut pas avoir des bonnes idées pour se sortir de la merde mais aussi. Bien sûr, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a une sorte de guide. Oui, exactement. On n'a pas les pleins pouvoirs, mais on peut accepter qu'à un moment, il y a des guides en fonction des thématiques, et c'est tournant. Donc, ingénierie organisationnelle autour de finalités, et ça me paraît fondamental parce que vous dépassez en réalité l'organisation fonctionnelle, et donc vous grandissez tout en travaillant autour d'un système qui devient neuronal, qui devient orienté en finalité, qui travaille chacun autour de groupes de travail. Donc chez nous, c'est une organisation où on n'a que des projets en groupe de travail autour qui servent ces finalités-là. Et ensuite, on utilise les méthodes agiles pour animer chacune des finalités par des sprints qui permettent d'avoir des jalons sur chacun des sujets. Troisième ingrédient, et le quatrième, qui est fondamental aussi, tous ceux-là sont fondamentaux, c'est aller vers cette souveraineté individuelle et collective. Et le premier chemin de la souveraineté, c'est le cadre formel, donc le cadre du pouvoir, de la gouvernance, etc., de la démocratie et de la liberté qu'on met dans ce genre d'entreprise, et de la responsabilité qui va avec, évidemment. Mais c'est aussi comment on aide chaque individu vers son développement personnel, et surtout, ce type d'organisation devienne puissante, encore une fois, lorsque la régulation par le corps social, par les collègues, elle est permanente. Et pour que ça soit possible, les gens doivent se sentir légitimes dans ça. Et donc on voit bien qu'on va substituer petit à petit... Plus complexe là, parce qu'en fait, t'as le dilemme de l'imposteur, la légitimité, tu ne l'as pas toujours, même quand tu es expert dans un truc en particulier. Donc, exactement. Et la légitimité n'est pas qu'une légitimité d'expertise, c'est pourquoi je vais aller challenger mon collègue. Personnel aussi. Exactement. Moi, je vais challenger mon collègue, alors que dans mes croyances historiques, il n'y a que les N+1 qui peuvent challenger les N-1. Donc il y a ces déconstructions culturelles, etc., qui se passent aussi par l'expérimentation du quotidien. Mais ce que je voulais dire, c'est que on va substituer le leadership classique, donc un système pyramidal où il y a des N+1 qui arbitrent, etc., par un système au final où il y a très très peu de figures tutélaires, il y a très peu de figures d'autorité au sens classique du terme. C'est moins paternaliste du coup. Exactement. Donc il faut décider collectivement. Donc on forme les gens à l'intelligence collective et surtout à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et c'est pour ça qu'on est en train d'inventer des nouvelles formes de société. Bien sûr. Parce que l'intelligence relationnelle, c'est ce qui permet à chacun de comprendre l'autre, de sortir de la logique d'avoir raison ou tort, mais de dire je suis traversé par une émotion différente et je vois pas le monde avec les mêmes yeux que l'autre, donc j'essaie de comprendre l'altérité, je me mets au service des émotions et des besoins de l'autre. Donc il y a tout un travail qui fait que l'intelligence relationnelle, elle est fondamentale, elle est au cœur de tout. Et nous, la vision qu'on a, et on l'a mis en œuvre depuis cette année, c'est que on met en œuvre un programme de communication non violente, qui me paraît être, moi, la matrice la plus aboutie qui correspond à nos enjeux culturels, parce qu'au final, la communication... C'est un des plus gros leviers pour toi de l'évolution de l'intelligence émotionnelle et relationnelle ? Oui, au final, on a failli avoir un catalogue de plein de choses en laissant chacun choisir. Mais ça, c'est le théorie de la place de parking, c'est un peu la merde, parce qu'ils vont pas savoir quoi prendre. Exactement, il y a ça, dans mon expérience d'avant, déjà, l'expérience Poult, on a sous-estimé le besoin d'approfondir toute cette partie de l'intelligence relationnelle et émotionnelle, et ça a été un manque. Mais quand on a commencé à le mettre en place un peu tardivement, on a gardé le principe du volontariat et en final, les gens qui prennent en main ces sujets-là, c'est inversement proportionnel, ou en tout cas c'est inversement proportionnel, c'est pas le bon terme, mais en tout cas c'est pas ceux qui en ont le plus besoin, parce que ceux qui en ont le plus besoin, ils sont traversés par des peurs, ils ont peur du changement, ils ont peur de sortir de leur zone de confort, etc. Donc ils n'y vont pas, ils y vont moins, et donc c'est pas voilà, et donc moi je suis revenu de cette idée-là. Donc là c'est différent, on s'est dit quel est la CNV, moi j'en ai fait pas mal, c'est comment, il m'a paru un moment, et j'ai partagé ça avec l'équipe qui a accepté, il m'a paru que ça valait mieux se focaliser sur une thématique, sur un mode de formation, le même pour tout le monde, et approfondir un sillon. Et la CNV est parfois méconnue. Souvent, pour les gens, c'est présenté comme... moi je trouve qu'on l'a, pardon de te couper, mais on l'a souvent présenté comme au début, moi j'en ai fait aussi, et j'ai considérablement évolué, j'ai la sensation en tout cas en tant qu'individu, mais parce qu'on dit ça aide à résoudre les conflits, alors que finalement c'est qu'un tout petit volet en fait. Exactement, et même il y a des gens qui la présentent pour un outil de feedback. Ouais, ah oui. Et donc, on est vraiment sur le comment, on va nous expliquer la méthode, etc., etc. Alors que pour moi, la communication non violente, et sûrement que malheureusement, moi je préfère la relation en conscience que la communication non violente. Et pour moi, la communication non violente, c'est réinventer
la relation avec l'autre. Et pour réinventer la relation avec l'autre et le regard vers l'autre, déjà, il y a la première, ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire, c'est réinventer la relation avec moi-même. Réaccepter que je suis un être traversé par des émotions et des besoins et mieux me comprendre. Avec des biais cognitifs, exactement. etc. Et mieux me comprendre profondément pour comprendre qu'est-ce qui se joue en moi quand je suis en colère, quand je suis traversé par de la joie, quand je suis triste, etc., etc. Et c'est une notion d'introspection qui est difficile quand même aussi. Qui est difficile. Mais par exemple, quand je suis agacé, si je tourne l'énergie sur moi et me dis qu'est-ce qui se joue en moi, si je me rends responsable petit à petit de mon propre agacement, petit à petit, je vais évoluer. Et je vais comprendre que c'est pas l'autre qui m'agace, mais c'est la situation qui m'agace. Et c'est déjà un élément majeur de changement de la relation. Parce que si je me dis, c'est pas l'autre qui m'agace, mais c'est moi qui suis agacé par cette situation, je vais mettre mon énergie sur ma propre transformation et changer en moi ce qui se joue en moi et comprendre petit à petit un certain nombre de choses qui vont me faire progresser dans la relation à l'autre. Et évidemment, plus je vais être en empathie avec moi-même, plus je vais comprendre petit à petit ce qui se joue, c'est l'autre. Et donc, je vais rentrer dans une relation différente. Et donc, je ne suis pas dans, par exemple, un rapport de force, dont avoir tort ou raison, mais je vais être dans une relation empathique dans laquelle je vais petit à petit me rendre compte que si on est en mésentente, c'est pas parce que j'ai raison ou tu as tort, mais c'est parce qu'on ne voyons pas le monde avec les mêmes yeux. Parce qu'un certain nombre de besoins qui nous traversent ne sont pas nourris de la même manière. Je vais prendre un exemple très concret. Supposons que nous travaillons ensemble tous les deux, pour la première fois, et nous collaborons. Supposons que toi, tu es quelqu'un qui a besoin, ton besoin d'assurance, de te rassurance, il est beaucoup plus élevé que le mien. Moi, j'ai un besoin d'adrénaline et de voilà. Donc, on a des besoins, on a tous les mêmes besoins, mais avec des intensités au même endroit. Exactement. Moi, j'adore bosser à la dernière minute. En plus, je parle un peu de moi-même. Alors, pas de bol, moi, j'aime bien bosser à la dernière minute. Ouais, c'est pas grave. Bon, voilà. Admettons dernière minute, etc., etc. On a un projet qui va durer 3 mois, et donc je vais disparaître un peu de la circulation. Je vais pas beaucoup avancer sur le sujet, etc. Et de l'autre côté, je vais attendre la dernière minute pour bosser. De l'autre côté, toi, c'est l'inverse. Tu as des besoins de réassurance, de passer par des jalons, t'assurer que l'autre travaille, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? C'est que petit à petit, tu vas te mettre en panique. Ton émotion, ça va commencer à être en panique et tu vas avoir petit à petit peut-être perdre confiance en moi. Cette émotion, elle va te traverser et comme tu n'es pas dans des logiques où tu te connais de moins en moins, tu vas la retourner vers moi. Le fameux tu qui tue. Oui. Ouais. C'est au lieu d'être sur le jeu, tu le tu qui tue. Tu vas sûrement venir vers moi et me dire c'est pas possible de travailler comme ça. Moi, je travaille comme ça. Et donc, tu vas me renvoyer quelque chose de très jugeant en me disant que ma manière de travailler est une manière qui est inacceptable. Et donc, moi, je vais me mettre sur la défensive en disant mais attends, c'est pas toi qui moi je suis aussi professionnel que toi, comment tu peux dire que moi je travaille pas bien, et je vais te renvoyer ça. Et donc ça va nulle part. Alors que si tu as été formé petit à petit à la CNV en profondeur, petit à petit, tu vas écouter ton émotion, tu vas te dire là ce qui est en train de se passer en moi, c'est que je suis en panique parce que j'ai besoin d'être réassuré. Mais j'ai envie de réussir dans ce projet-là. Et donc, qu'est-ce qui va se jouer en toi quand tu vas te dire, voilà ce qui se joue en moi, et donc je vais aller partager avec l'autre. Donc, tu ne te retournes pas vers l'autre. Le problème, c'est de partager avec l'autre ce qui se joue en moi. Donc, tu vas venir me voir, et tu vas être en métacommunication. Déjà, tu vas me dire en auto-empathie, tu vas me dire, Mehdi, j'ai envie qu'on réussisse ensemble ce projet-là. C'est la première fois qu'on travaille en plus ensemble. Mais là, ce dont je me rends compte, c'est que moi, actuellement, dans cette collaboration, je suis en panique. Je suis en manque d'informations. Alors, tu vas voir de faits. Je suis en manque d'informations. On n'a pas de rituel commun. Je ne sais pas comment on avance, factuellement. Donc ça, ce sont des faits qui sont observables, indiscutables. Et donc moi, ça me met... avec tact quand même, donc tu viens livrer ça. Et moi, ça me met en panique. Et j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin d'être réassuré. Si tu me dis ça, tu vois bien que moi, je vais être en empathie avec ce que tu me racontes. Je me dis, merde, je ne me suis pas rendu compte, alors qu'il a envie qu'on travaille ensemble, qu'il n'est pas bien. Tu n'es pas en train de me dire je travaille mal. Tu es en train de me dire je suis pas bien, j'ai envie que la relation marche, je suis pas bien. Qu'est-ce que ça a comme impact sur moi en tant que personne? Alors moi, tu vas me donner la possibilité de te dire moi comment j'aime travailler idéalement, mais au final, on a des besoins qui sont différents. Comment on se rejoint? Comment on crée une stratégie? Comment on crée une demande collective dans laquelle on se rejoint? Alors peut-être certains diront que c'est bisounours, c'est pas, mais c'est pas du tout bisounours, c'est extrêmement fort et ça met la relation ailleurs. Et là où c'est philosophique, c'est la notion de... En plus, ça sert vraiment l'intelligence collective. Parce que souvent, quand on est en désaccord, c'est pas que quelqu'un a raison ou tort, c'est parce qu'on voit le monde d'un endroit différent. Et donc, la communication non violente, pour moi, elle est fondamentale, parce que si on se forme tous profondément à ça, nous créons les conditions d'amélioration de tout ce qui est relations interpersonnelles, de la capacité du groupe à se réguler, de la capacité de 2 individus à se réajuster. Et pour moi, c'est fondamental pour atteindre cette conscience collective plus élevée, pour faire marcher un système qui se passe petit à petit de figures d'autorité pour exister. Pour moi, c'est très important. Et après, pour être honnête, je suis assez fier de quelque chose,
c'est que moi, j'ai été confronté à plusieurs formateurs de la CNV, et celui qui m'a le plus marqué, moi, à titre personnel, c'est Thomas Dansebourg. Je ne sais pas si tu connais. Et Thomas Dansebourg, il m'a marqué parce qu'il avait une approche de la communication non violente qui était très conforme à une approche presque d'ordre philosophique, en tout cas profonde, qui était focalisée sur cette idée de la profondeur de la relation, se changer soi-même pour changer la relation avec l'autre. Se questionner profondément sur des questions qui sont de cet ordre-là. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant notre vision globale que je partage avec vous aujourd'hui, avec toi. Sûr. Et en me disant, une petite intuition en me disant, sérieusement, je ne suis pas sûr qu'il soit, alors même si là ça peut paraître prétentieux, mais qu'il soit confronté très souvent à une demande de ce type-là. C'est-à-dire une collectivité d'humains qui veut inventer une nouvelle manière de travailler ensemble, de vivre quelque chose de fort ensemble, et qui a comme vision une formation de tous les salariés, sans exception, sur un long cours, sur des années, à la communication non violente ou à la relation régulière, etc. Voilà, aussi, de la relation en conscience, serait de nature à transformer en profondeur et à inventer une nouvelle collectivité. Donc toujours dans cette réinvention du monde. Bien sûr. Pour moi, c'est une brique qui est devenue évidente, et j'ai mis peut-être 12 ans, 13 ans à ce qu'elle devienne évidente, comme quoi il y a toujours le temps de l'infusion. Et j'ai eu la chance, au bout de 48 heures, que quelqu'un de son équipe me rappelle, avec vraiment en disant « Waouh, vous nous proposez... » Il est en train de se passer quelque chose, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et ils nous ont dit, au final, on n'a jamais eu une demande comme celle-ci, on a rarement rencontré une vision comme celle-là. Et déjà, c'est assez fou. C'est assez fou, et on aimerait bien pleinement y participer, parce qu'au final... c'est pour ça qu'on a fait de la CNV, c'est pour à un moment l'expérimenter auprès d'une collectivité pour voir si on peut changer en profondeur les relations humaines, la manière de vivre ensemble, si nous sommes formés à une nouvelle manière d'entrevoir la relation humaine. Mais il y a cette notion, alors pardonne-moi l'emploi de cette expression qui va peut-être te froisser, mais il y a une notion d'industrialisation de la communication non violente au sein de l'entreprise du coup. Alors parce qu'en fait c'est très spécifique puisque chacun la vit de manière différente, donc il y a une notion d'individu, mais c'est vraiment d'élargir le spectre en considérant que c'est un b.a.-ba en fait justement pour on parlait de conditions de mise en condition pour favoriser effectivement cette expérience collaborative collective, c'est de se dire ça c'est vraiment c'est un gros point de départ. En tout cas, c'est un ingrédient majeur au même titre que d'autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors tu as oui, genre c'est des dépenses qu'on met. Moi, le mot industrialisation, évidemment, c'est un mot qui est très positif chez moi parce que je suis très très fier que notre entreprise participe à l'industrialisation de la France, à la réindustrialisation de la France et d'avoir des usines qui sortent de terre et de l'industrie en France. Cependant, c'est aussi... Sur la CNV, c'est plus... On sent que l'autre sens que ça pourra avoir. Oui, moi je serais plus confortable avec d'autres termes, la systématisation de ce type de compétences. Moi je pense qu'on contribue à cette idée... très très forte, et c'est pour ça que je dis que l'enjeu de la transformation il est fondamental, il est extrêmement complexe et profond. C'est que nos systèmes de croyance, nos systèmes d'éducation sont eux-mêmes liés à un système de croyance historique, et c'est pas un hasard si les écoles Montessori sont minoritaires aujourd'hui et que des nouvelles formes aussi de pédagogique sont minoritaires et que petit à petit l'approche pédagogique de la psychologie positive, de toutes les influences de ce type-là vont petit à petit s'installer, mais comme nous on transforme et qu'on n'a pas encore des écoles qui sont formées à l'intelligence émotionnelle, parce qu'on part d'une croyance, j'aimerais bien faire aussi une petite digression sur ce sujet-là. Une des croyances limitantes que nous avons collectivement, c'est que, sûrement que ça vient de Descartes et la période rationnelle, c'est je pense donc je suis, c'est cette idée que l'émotion n'a pas sa place dans l'entreprise, parce que l'entreprise est un espace de la raison. Et que l'émotion vient altérer le jugement. Alors qu'il y a plein aujourd'hui de recherches qui considèrent que moins on a recours à son intelligence émotionnelle, que plus quand on est confronté à l'émotion, elle nous submerge. Et donc c'est presque une prophétie autoréalisatrice. Mais c'est parce qu'on opposait l'entreprise à la vie quotidienne. Exactement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, plus on est coupé de nos émotions, plus quand elles émergent ou quand on les submerge, évidemment, elles prennent toute la place. Par contre, si on est éduqué depuis le début sur la vraie intelligence émotionnelle, savoir accueillir son émotion. Ah là, je suis traversé par de la tristesse, qu'est-ce que ça veut dire en moi ? Là, et donc ça vient aussi nourrir l'intuition, etc., qui sont aujourd'hui des éléments de la décision. Je veux dire, la rationalité toute seule ne permet pas d'entrevoir la complexité globale de ce qui est en face de nous. Donc aussi accepter ça. Ça, c'est une première croyance, que l'émotion n'a rien à faire dans l'entreprise. Moi, je n'y crois pas, parce que pendant longtemps, on croyait que l'émotion égale émotivité, émotivité égale incapacité
à être lucide. Je pense que ça, c'est une Pas du croyance tout, il qu'il faut faut un alignement re-questionner entre vie personnelle profondeur. et vie professionnelle. Sans tomber dans l'autre extrême, je dis souvent, si dans la nature, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche, c'est que ça sert à quelque chose. Et je trouve que cet argument permet aussi au rationnel de se reposer la question, pourquoi on n'utiliserait qu'un lobe de cerveau et pas les deux. Voilà, c'est comme, est-ce que c'est OK de pleurer au travail ? Pour plein d'endroits, le charisme, c'est être puissant. Être puissant, c'est d'être pas faible. Moi, je pense qu'être puissant, c'est d'être authentique. Exactement. Et donc, là aussi, biologiquement, pourquoi les larmes existent si elles ne seraient pas utiles ? Elles sont là elles ont bien une utilité. Ça, c'est la première croyance. La deuxième croyance limitante, je l'ai oubliée. Pardon, je fais un petit moment de truc. On parlait des croyances limitantes autour de ça. Donc, il y a cette croyance autour de donc les émotions n'ont pas de place dans l'entreprise. Et la deuxième, sûrement qu'elles viennent altérer le jugement. Et donc, on y travaille. Oui, l'autre croyance qui me paraît très, très importante, pardon, j'ai eu un petit flottement, c'est cette idée que les gens sont ce qu'ils sont. Okay. Et donc, l'intelligence émotionnelle, ça ne s'apprend pas. On apprend à devenir bon en mathématiques. Ils ne peuvent pas changer, c'est ça que Exactement. tu veux dire. On peut apprendre à être bon en mathématiques. Par contre, on est introverti ou on ne l'est pas. On est extraverti ou on ne l'est pas. On est timide, on est comme ci, on est comme ça. Alors, je ne veux pas ici entamer le débat de l'inné ou de l'acquis, mais en tout cas, on sait qu'il y a du bagage aussi, tout simplement. On sait qu'il y a beaucoup d'acquis. On sait que chaque individu est le fruit des minutes qu'il a passées jusqu'alors. Et donc, on devient introverti. On devient extraverti. On a un cadre familial, on a un environnement qui a activé un certain nombre de choses qui a façonné ce que nous sommes devenus. Donc on peut continuer à se façonner. Et donc, avec ces croyances-là, on ne se met pas en marche pour comprendre aussi tous les mécanismes émotionnels qu'il y a en nous, comprendre ce que nous sommes devenus et vers quoi on peut aller. Et donc c'est aussi cette idée qu'en travaillant et en se formant à ça, on continue à contribuer à développer une autre intelligence que l'intelligence mathématique ou logico-mathématique. Alors il y a 9 intelligences, mais on se focalise pour l'instant que sur 2 pour simplifier. Mais on peut développer aussi l'intelligence émotionnelle et c'est fondamental d'avoir une intelligence émotionnelle et rationnelle élevée. On voit bien intuitivement qu'un collaborateur qui serait expert dans un domaine, qui aurait une compétence incroyable dont on avait besoin, mais qui serait en incapacité, alors je prends un exemple caricatural, de communiquer avec les autres, d'être didactique pour transférer sa compétence, etc., on voit bien qu'il est atrophié d'une compétence qui le rend au final pas si utile que ça, parce que sa compétence, elle est atrophiée. Alors que quelqu'un peut-être un peu moins bon dans son domaine, mais qui est toujours dans une dynamique d'apprentissage, qui est capable de transférer sa compétence, qui est pas capable de se connecter avec les autres pour mettre sa compétence au service d'une problématique plus large, serait peut-être plus contributeur. Mais alors, du coup, là-dessus, j'ai une question. Alors, j'en ai pas beaucoup posé des questions popcorn aujourd'hui, mais là, j'en ai une. D'ailleurs, je crois qu'elle émanait d'une discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que, du coup, pour terminer sur cette partie-là, est-ce que tu penses que l'entreprise, c'est une énorme horlogerie très complexe ou c'est une aventure humaine qui doit être centrée sur l'humain ? Alors, c'est très évidemment la deuxième. Et je pense que pendant très longtemps, on a pensé que c'était une énorme horlogerie. Et quand on voit les matières, moi j'ai fait une école de commerce, donc... c'est ce qu'on t'a appris. Exactement, c'est qu'au final, une entreprise, ce sont des métiers, donc on apprend le marketing, on apprend les RH, donc on apprend des compétences. Et c'est marrant parce qu'on apprend très peu de choses sur les dynamiques humaines. Déjà dans l'apprentissage, c'est finalement, comme la façon dont tu présentes, c'est hyper segmenté. C'est hyper segmenté par les fonctions futures. Ouais. On est déjà dans une formation qui va nous amener vers des formes d'organisation. Ça, c'est la première chose. Et donc déjà dans ces formations, il y a ce phénomène-là, mais il y a surtout un phénomène, moi, qui aujourd'hui me questionne, et on parle aussi de process, etc., c'est qu'au final, on est très peu formé. Alors, je ne sais plus aujourd'hui, mais en tout cas, on était très peu formé. Moi, je suis plutôt jeune, j'ai 48 ans. Très peu formé à toute la dimension humaine, c'est-à-dire à la sociologie, à l'anthropologie, aux dynamiques de groupe, à la communication non violente, à tout ce qui fait que... et on voit bien qu'intuitivement, dans le sport, par exemple, les meilleurs coachs, alors ça ne veut pas dire que c'est des coachs d'entreprises libérées, mais c'est toujours pour prendre ce sujet-là. Les meilleurs coachs ne sont pas toujours les meilleurs joueurs. Et on voit bien que pour faire une équipe exceptionnelle, évidemment, il faut des compétences techniques très fortes. Mais on voit bien que maintenant, ils ont des coachs mentaux. Il y a des gens qui font de la sophrologie, dans les coachs sportifs pour atteindre l'excellence dans le sport. Et on voit bien que les meilleurs coachs sont des gens qui arrivent à toucher le cœur de leurs joueurs
et pas juste à agréger tactiquement. On voit bien qu'il y a, uniquement sur les compétences. Il y a un supplément d'âme. Ouais. Donc je vois pas pourquoi dans l'entreprise ce serait différent. C'est souvent un excellent miroir d'ailleurs le sport par rapport à l'entreprise. Exactement. Et donc je pense qu'on sous-estime beaucoup dans l'entreprise ce besoin de créer les conditions de la dynamique humaine, de ce supplément d'âme qui fait qu'on se transcende, qu'on va au-delà de nous-mêmes, qu'on porte quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, on voit bien tous les ingrédients dont on parle depuis le début, le sens, être respecté, être dans une aventure qui porte du sens à la fois parce qu'elle participe à la transition environnementale ou à quelque chose qui est contributif, mais en même temps, vivre une aventure dans laquelle je sens que je suis un acteur de quelque chose et donc je deviens un individu plein et entier. Tout ça, ce sont des ressorts qui me paraissent fondamentaux pour créer ce ressort collectif. Merci pour cette dernière question et surtout cette dernière réponse. Moi, je suis assez en phase. Je pense qu'il y a encore des gens qui se situent peut-être dans la première catégorie ou dans la réponse de Normand, un peu entre les deux. En tout cas, l'important, comme je le dis souvent dans ce podcast, c'est d'enclencher le chemin, et puis de tester des choses. C'est sûr que cette prise de risque, elle est importante. Parfois, on se prend des murs, mais je pense que c'est aussi la vie justement de cette volonté d'innovation et d'ambition un peu différente quand on est dans une boîte, quoi. T'allais réagir sur quelque chose? Non, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai une conviction parlant d'humain, parce qu'on est omnibulé. Il y a des gens qui sont omnibulés par l'organisation, par les process. Bon, ils doivent se questionner quelle est la part de lâcher prise qu'il va faire là-dedans. Mais moi, je suis persuadé qu'une équipe, avec une énorme solidarité, un énorme engagement, et avec une organisation moyenne, est beaucoup plus forte, j'allais dire puissante, qu'une équipe où le niveau d'engagement est faible, niveau de solidarité est faible, avec une super organisation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que chacun va rester dans sa case. Quand il y aura des problèmes d'agilité, personne n'ira parce qu'il dit attends, c'est pas à moi de le faire, c'est pas volontaire, etc. Donc, je pense que s'il fallait choisir, je préfère avoir une équipe extrêmement engagée et solidaire, avec une organisation moyenne, je me répète, que l'inverse. Et dit comme ça, je ne sais pas si ça questionnera pas plus les gens qui sont omnibulés par avoir une sorte d'organisation idéale qui marche sur le papier. Mais qui est très chiadé, très séquencé. Mais bon. En fait, parce qu'au final, lorsque tu as la première brique, entre guillemets, que tu as des gens qui sont engagés et qui sont à peu près au clair, en fait, l'organisation, elle importe finalement peu, peut-être à terme. En tout cas, moins, évidemment. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que moi, je suis persuadé que c'est un organisme vivant en mouvement permanent. Et plus on écrit, plus on fige. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien écrire. Il faut clarifier, il faut apporter un cadre. Mais pas avoir une culture exclusivement de l'écrit, mais documenté quand même. Documenté. Mais moi, je serais très vigilant jusqu'où il faut les documenter pour ne pas transformer ça en une bureaucratie. Parce que plus on documente, plus on fige. Et plus c'est exigeant de mettre le système en mouvement. C'est-à-dire que quand vous écrivez des process de 40 pages, ou un document de 40 pages par process, j'exagère un peu, je fais exprès de l'exagérer, eh ben, mettez-le à jour quotidiennement dans un monde en mouvement et on sait très bien qu'un process... et des contraintes... Et un process doit bouger en permanence. Donc moi, je pense qu'il faut processer là où c'est nécessaire et même vital, par exemple des enjeux de sécurité, des enjeux de qualité, etc. etc. Sur le reste, il faut... Et sur ces sujets-là, il faut processer avec les gens qui l'utilisent et avoir dès le départ un système, comme des systèmes d'amélioration continue qu'on trouve chez Toyota, un standard qui est en mouvement. Sinon le process il devient obsolescent très très vite. Et ensuite, pour le reste, géré par des principes et des valeurs et faire confiance sur l'intelligence humaine de pouvoir se positionner, se mouvoir en permanence pour avoir la bonne allocation de ressources à l'endroit où on a le plus besoin par rapport à nos enjeux, par rapport à nos besoins, par rapport à nos priorités stratégiques. D'où tout l'enjeu systémique du reste. Et cette approche neuronale, donc. Exactement. Merci Mehdi. Je passe à la dernière partie. Est-ce que tu as un livre, un film, un documentaire, à nous conseiller? On en parlait avant de commencer. Alors, il y a Frédéric Laloux, toujours, qui revient. Je pense que ça a été une des grandes inspirations. Mais est-ce que tu as d'autres auteurs, typiquement, que tu nous recommandes chaudement de lire? Alors, il y a évidemment aussi le bouquin d'Isaac Getz. Il y a d'autres bouquins qui m'ont marqué... Carol Dweck, Change Your Mindset, qui est une manière différente de percevoir aussi les humains, avec cette notion d'esprit fixe et d'esprit mouvant. Comment on peut enfermer des gens, on peut s'enfermer soi-même ou enfermer les gens en ayant un regard définitif sur ce qu'ils sont et sur ce qu'on est. Et évidemment, actuellement, je lis beaucoup de choses autour de la CNV. Donc le bouquin de Marshall, Les mots sont des fenêtres, le bouquin de Thomas Odosselbourg qui est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà des bouquins qui m'accompagnent actuellement.
Et ensuite, j'aime bien aussi tous les bouquins de sagesse. Moi, je trouve que tout ça se rejoint, converge. Mathieu Ricard aussi, il y a beaucoup de très beaux bouquins en ce moment sur le bonheur. Sur Change Now, d'ailleurs, il intéresse sur le Change Now. J'ai lu pas mal de bouquins sur le bonheur. Voilà, je m'intéresse aussi aux sagesses historiques. Oui, mais ça c'est important aussi parce que ça peut être une bonne inspiration sur justement aussi c'est pas une application dans le monde de l'entreprise, mais c'est juste en fait une inspiration sur potentiellement tester de nouvelles choses et puis avoir une nouvelle compréhension aussi des interactions sociales et relationnelles avec les autres, quoi. Exactement. Et la compréhension de soi, il y a une phrase, je sais que plein de gens la trouvent naïve, qui est soyez le changement que vous voulez dans le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, mon envie de changement a fait de moi une sorte de militant. J'ai un côté persévérant, quelque chose chevalier. J'étais comme ça. Et donc, j'étais omnibulé par changer le monde et changer les autres. C'est une grosse ambition déjà. Changer les autres. Et au final, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas changer les autres. Il y a deux phrases que j'aime bien. C'est que c'est pas que les gens n'aiment pas changer, ils n'aiment pas qu'on les change. Donc ça, c'est un adage qui est très important. Et le deuxième, c'est l'adage qu'on dit de Gandhi, qui est « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Et je trouve qu'au départ, ça ne peut pas être naïf, mais en réalité, c'est très profond. Et chaque année, j'ai l'impression de comprendre plus profondément cette phrase, qui est qu'au final, la seule chose que vous pouvez faire, et en tant que leader, en tant que manager ou en tant qu'humain, c'est mettre votre énergie sur vos propres changements. C'est-à-dire comment je peux être un meilleur humain, comment je peux accueillir mes émotions, comment je peux comprendre ce qui se joue en moi, comment je peux re-questionner mon ego, toutes ces questions-là qui font que petit à petit, vous êtes un être plus apaisé, plus serein, plus sage et plus puissant, que vous n'avez pas de problème, par exemple, d'enjeu de vulnérabilité vis-à-vis des autres. Si vous ne savez pas faire un truc, vous dites « je ne sais pas faire ». Il n'y a pas besoin de cette illusion de la pleine puissance ou l'authenticité, etc. Et c'est des enjeux majeurs. Et je pense que c'est ça qui crée le mouvement. C'est-à-dire que quand la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça. C'est cette idée qu'en changeant vous-même, vous pouvez peut-être donner envie à d'autres de se changer eux-mêmes. Et ça paraît que ça me paraît pas mal. Voilà. Donc... Moi j'aime bien, merci beaucoup d'avoir terminé là-dessus. Je garde bien évidemment le c'est le changement que vous voulez dans le monde. Moi je trouve que c'est extraordinaire et j'aime bien cette note avec laquelle tu as terminé. Merci beaucoup Mehdi, ça fait plaisir. Moi je te le dis, je suis c'est presque trop court. J'aimerais faire faudrait se faire un deuxième épisode dans les semaines à venir. Je suis ravi que tu sois venu partager effectivement toutes ces informations-là parce qu'on l'a vu beaucoup de sujets différents et je pense qu'on aurait passé encore plein de temps dessus. Donc merci pour tous ces enseignements-là. J'ai presque envie qu'on se retrouve, je te dis, dans les semaines suivantes pour qu'on rentre dans des niveaux de granularité encore plus importants. Mais ça aurait été une bonne première immersion. Donc merci pour ces partages-là à la fois sur l'introspection individuelle, mais l'introspection aussi collective et la vision. Donc merci de ton passage dans Lundi au Soleil, je suis absolument ravi de cet échange. Merci de m'avoir invité et merci de me donner la possibilité de témoigner d'un sujet qui me passionne en espérant que ça en inspire plus d'un. Je pense que ça va être le cas, à mon avis, les auditrices et les auditeurs seront plus que ravis de ce partage d'expérience. Donc merci et puis à très bientôt et hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci.